Et si manger au restaurant devenait une vraie expérience immersive? C'est en tout cas le pari qu'a fait la société Ephemera, une boîte spécialisée dans la conception de restaurants expérientiels et vraiment hors format. Dans cet épisode, j'accueille Jade Frommer et je peux vous dire que je l'ai cuisinée. Elle nous raconte ce que c'est réellement une expérience multisensorielle au restaurant. On a parlé de la manière dont les consommateurs ont changé leurs attentes en matière de restauration et de l'équilibre complexe entre innovation technologique et authenticité culinaire. Si comme moi, tu te demandes à quoi va ressembler ton restaurant préféré en 2030, je t'invite à regarder cet épisode. Belle écoute! C'est le super délit. Super délit. C'est le super délit. Toute l'actu social média servie sur un podcast. Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Aujourd'hui, épisode hors format puisque j'ai le plaisir d'accueillir une invitée dans les studios de Supernatif, une pionnière, une entrepreneuse créative qui a décidé de s'attaquer à un monument de la culture française, le monde de la restauration, tout simplement. Alors ici, on n'est pas dans le petit restaurant de quartier, les amis, non, place au divertissement, à l'exceptionnel, à l'expérientiel. Avec sa boîte Ephemera, eh bien, elle voit les choses en grand. Leur spécialité, créer des restaurants immersifs, hors du commun, des restaurants qui vous plongent 20 000 lieux sous les mers, qui vous permettent de manger au milieu des étoiles. C'est ça la promesse, des expériences qu'on déguste comme des expériences sensorielles et que l'on a forcément très envie de partager sur les réseaux sociaux. Bonjour Jade Frommer, je suis très heureux de t'accueillir dans le studio de Supernatif. Salut Thibaut, je suis ravie d'être là. Comment vas-tu? Je suis en pleine forme. Alors toi, t'es lyonnaise? Je suis lyonnaise, ouais, exactement. Mais parisienne d'adoption, hein, c'est ce que tu me disais. Ça y est. Oui, j'ai flanché. Je suis partie il y a 3 ans. Voilà, donc ça me fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses dont je souhaiterais qu'on parle. J'aimerais que tu nous racontes comment on imagine, comment on crée un restaurant immersif. Qu'est-ce que c'est, hein? Que tu nous expliques ce que c'est aussi une expérience multisensorielle au restaurant. Je souhaiterais aussi qu'on échange sur l'évolution des attentes des consos en matière de restauration, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé de ce côté-là. Et puis évidemment, j'aimerais beaucoup qu'on parle de réseaux sociaux et que tu nous donnes vos astuces pour transformer des clients en participants actifs, parce que c'est ça qui se produit dans vos restos. Est-ce que ça te va? Ça me va très bien. Comme programme. Allez, c'est magnifique. Je te suis. Déjà, on peut commencer juste, tu peux peut-être nous expliquer et expliquer à celles et ceux qui nous écoutent comment est né le projet Ephemera et qu'est-ce que vous faites? Bien sûr. On a créé Ephemera avec Loris, Anaïg et moi-même. On s'est rencontrés à l'école, donc on a fait l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Et puis, tu vois, on a une vingtaine d'années et on se dit, OK, c'est un mix de plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on se dit, il y a plein de groupes de restaurants, notamment à Paris, qui sont en train de faire des choses extraordinaires, qui font de la bonne bouffe, pas très chère, faite maison, dans des lieux assez canons. Et on se dit, c'est quoi l'étape d'après? Est-ce qu'avec la montée du digital, il n'y a pas quelque chose de fou à faire pour faire des lieux hyper innovants et où on arrive à vraiment faire rentrer les convives dans un monde et les faire voyager? Et puis la deuxième chose, c'est qu'à l'école, on a un projet qui s'appelle Avant-Scène. L'idée, c'est que tu vois, t'es pris par groupe de 10 au hasard et t'as 2 mois pour faire un restaurant immersif sur un budget de 0 €. Mais ce concept, il est propre à l'Institut Paul Bocuse. Donc nous, en tant qu'étudiants, on va dans les restos immersifs de nos potes, mais il n'est pas ouvert au public. Et donc, toutes ces idées, on se dit, mais en fait, il faut absolument qu'on arrive à ouvrir Avant-Scène au public. Et en parallèle, on se rend compte qu'il y a une demande. En tout cas, on s'en rend peut-être pas compte, mais on est assez persuadé qu'il y a quelque chose à faire sur la partie expérientielle. Mais le plus gros souci, c'est qu'on n'a pas de sous, parce qu'on est à l'école. Donc, on a fait une succession de restaurants éphémères pour tester le concept. C'est-à-dire qu'on allait voir des restaurateurs qui fermaient le week-end et on leur a demandé qu'ils nous prêtent leur restaurant. Donc, on a testé de fil en aiguille. On a fait ces petits restaurants et puis après, ça a pris de l'ampleur et puis ça a dérapé, en fait. Voilà, et aujourd'hui, vous concevez des restaurants immersifs. Vous avez 3 restaurants aujourd'hui qui sont donc à Paris. Est-ce que tu peux nous parler de ces 3 énormes concepts? Oui, bien sûr. Alors, comme je te disais, au début, les restaurants éphémères qu'on faisait, c'était des restaurants de 10-12 places assises parce que on ne pouvait pas louer des restos bien plus gros. Et puis, quand on est arrivé à Paris, on a décidé de prendre un peu de risque. Et donc, on a trouvé un local grâce
AMK2, le groupe de cinéma. Ils nous ont mis à disposition un local énorme de 1200 mètres carrés à la bibliothèque François Mitterrand dans le 13e. Et donc là, il fallait tout revoir le process parce qu'en fait, nous, on avait l'habitude de faire des restos éphémères petits avec un menu un peu semi-gastro, etc. Et là, on arrivait à Paris et on s'est dit, OK, en fait, on a envie de faire vraiment kiffer tout le monde. Et même le semi-gastro à 49 €, c'est pas accessible parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut se payer ça. Et donc, on a changé totalement de voie et on s'est dit, OK, on va faire des restaurants canons, hyper accessibles avec tout fait maison, des bons cocktails, des bons plats. Et donc, on a ouvert notre premier restaurant. Donc, Under the Sea a été ouvert il y a 3 ans. L'idée, c'est vraiment de plonger les clients dans les fonds marins avec, du coup, un mix de décors hyper réalistes et un mix de vidéoprojection, son, lumière. Et puis, à la suite de ce restaurant, on a fait une petite levée de fonds et on a ouvert deux autres restaurants. On a ouvert Stellar sur le thème de l'espace et Jungle Palace sur le thème de la jungle. Donc, l'idée, c'est vraiment, on prend un thème et on vient immerger les convives dans ce genre d'univers, en tout cas qu'on crée de toutes pièces, avec un mix de vidéoprojection, de décors réalistes, de son, de lumière. C'est vraiment un mix de plusieurs talents qui fait que après ça sort de terre et ça fait un restaurant éphéméra. Voilà, mais c'est un restaurant, hein, on est bien d'accord. On y mange, hein, c'est ça le point de départ. Ouais, mais c'est ce que j'aime bien dire, c'est que l'expérientiel, c'est la cerise sur le gâteau, mais avant toute chose, 95% de notre temps, c'est sur la restauration. Ouais. Moi, ça me fascine parce que j'ai passé pas mal de temps en préparation de cet épisode à aller voir votre site internet, évidemment, vos réseaux sociaux, regarder à quoi ça ressemble. C'est vrai ça ne ressemble pas à un restaurant, ça ressemble à autre chose, un autre moment. Comment vous concevez ces lieux, hein? Tu parles de Jungle Palace. Ouais. Je suis tombé sur quelques chiffres, 430 mètres carrés, donc c'est grand. C'est dans le 10e arrondissement de Paris. Ouais. J'ai vu un budget 2 millions d'euros d'invest sur ce truc. Chaque restaurant, c'est à peu près ça. Ouais, donc c'est quand même substantiel. Comment on invente une DA de lieu immersif? Comment on se dit, tiens, ça va s'appeler Jungle Palace, ça va être ça? Et comment tu conçois tout ça? Écoute, c'est une super question parce que ce qu'on fait aujourd'hui est différent de ce qu'on a fait hier et ce sera évidemment différent demain parce qu'en fait, on a vraiment au début, on n'y connaissait rien, quoi. Donc, on a galéré, tu vois. On a essayé de créer un petit réseau autour de nous avec des personnes sur de la partie studio immersif. Et en fait, au début, quand tu fais tes tout premiers restaurants, t'es pas content, ça va pas. Et donc, de fil en aiguille, on a essayé d'améliorer le process et de se dire, OK, qu'est-ce qu'un restaurant immersif éphéméra? Donc, l'idée part souvent en tout cas le thème par d'Anaïg et moi, où on se dit OK, on veut que ce soit ce thème-là, Anaïg qui est mon associé, et après par contre on rentre dans des lieux et une fois qu'on a un lieu, on se dit tout de suite waouh, OK, il faut faire ce thème à l'intérieur. Donc nous dans notre tête on a une dizaine d'immersions et par contre c'est vraiment on peut pas savoir en amont quelle immersion on va ouvrir parce que c'est vraiment l'immersion qui s'adapte au thème, qui s'adapte au lieu. Donc tu vois le lieu et tu te dis OK, donc c'est tel concept. Exactement. Ouais. Et juste pour bien comprendre ces concepts, Under the Sea, Stellar, Jungle, c'est déjà un parti pris fort. Ouais, totalement. Parce que déjà, si je peux me permettre, peut-être que juste, j'en ai rien à foutre des poissons, j'ai pas envie de manger. Ah ouais, totalement. Et là, t'as 2 millions d'invest sur un concept qui va bien au-delà de la bouffe. Ça sera pas ça le seul juge. Totalement. Comment on prend cette décision? Avec beaucoup de naïveté et d'inconscience, je pense. Ok. Non, écoute, ouais, le premier, ça a été vraiment... j'ai pas la réponse parce que je pense que c'était pas très rationnel. Le premier restaurant qu'on arrive à Paris, effectivement, c'est tu poses plusieurs millions sur la table et tu sais pas du tout si ça va marcher. Tu connais pas Paris, hein, en fait. On n'avait jamais fait d'analyse de marché. C'est juste qu'on était persuadés que le concept allait marcher. Donc, t'as un petit peu de risque, effectivement. Mais après, en fait... Je pense que avant toute chose, vu qu'on est restaurateur, si tu fais de la bonne bouffe et que tu as un bon service et que c'est pas très cher, t'as aucune raison de pas marcher. Donc j'ai envie de te dire, l'expérientiel, c'est en plus. Et c'est là où il y a une très bonne balance à trouver. Certains te diront qu'on n'est pas assez expérientiel, d'autres te diront qu'on a la très bonne balance, d'autres te diront c'est trop. Donc nous, on se dit vraiment, ce côté expérientiel, ce côté on immerge les clients dans un monde, il vient en plus. Mais avant toute chose, on travaille, ce que je te disais, 99% de notre temps, c'est sur l'expérience, c'est sur la food. C'est sur le service, c'est sur les opérations, c'est ce qu'on a. Enfin, on est restaurateur, tu vois. Ouais. Donc en fait, si tu pars de ça, tu te dis, on va tout faire en tout cas pour que l'expérience soit au max. Mais avant toute chose, si on a 80%, en fait, 80% du travail, c'est le même métier que n'importe quel restaurateur. Donc, il fallait surtout qu'on travaille sur la carte, sur le service, et l'expérience vient au-dessus, tu vois.
À quoi elle ressemble l'équipe d'Ephéméra? Tout à l'heure, tu m'as donné, on était à la machine à café, tu m'as donné quelques chiffres. Hein. Tu m'as dit que vous étiez 500 collaborateurs. Non, là, on est 150, mais on 150, sera 500 d'ici 18 mois par rapport aux ouvertures qui arrivent. C'est monumental avec un truc, c'est que donc vous êtes restaurateur, mais vous êtes un restaurateur différent parce que vous êtes aussi une boîte de concept, vous êtes aussi votre propre agence de communication, si je puis dire. Donc j'imagine en bureau, tu as peut-être des DA, des gens qui conçoivent ces expériences. Non, tout est externalisé. Ok, d'accord. Alors, on est en train de bouger sur ça. Ça évolue constamment parce que là, comme je disais, on a plusieurs ouvertures qui arrivent, le concept évolue, donc c'est en train de bouger. Mais en tout cas, jusqu'ici, tout était externalisé, sauf la communication est en interne. Et encore, on travaille avec une agence également, mais il y a un mix des deux, tu vois. Sinon, sur la partie direction artistique, sur chaque restaurant, on travaille avec un studio immersif, avec une décoratrice, avec toutes les personnes qui gèrent le son, la lumière, et tout ça, on est c'est externe, quoi. Ok, d'accord. Et alors là, cette notion de DA, de lieu immersif, j'aimerais bien que tu m'expliques ça, parce que j'imagine qu'il y a forcément ce côté multisensoriel. C'est ce que tu disais tout à l'heure, le sens, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odeur, hein, c'est ça les sens. Et si on prend un cas concret comme Under the Sea, voilà, hors format, 1200 mètres carrés, dans lequel vous proposez de manger comme si on était sous la mer. Comment est-ce que vous avez travaillé l'approche multisensorielle sur ce lieu? Écoute, alors, il manque l'odorat sur les 3 restaurants. On l'a essayé sur Jungle Palace, mais ça a été un fail parce qu'avec la nourriture, on avait pas mal de plaintes. Donc vous avez essayé de diffuser des odeurs de plantes, exactement. De fleurs, on a mis des diffuseurs d'odeurs, ça a pas marché, mais je pense que c'est parce qu'on n'était pas assez bon. Je pense qu'il y a quelque chose à trouver. On l'a pas fait correctement. Mais en tout cas, donc il y a pas l'odorat. Et après, sur les 3 restaurants, tu parles d'Under the Sea, mais globalement sur les 3, c'est exactement la même chose. T'as toute une partie image. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que t'as des tulles chez Under the Sea. C'est comme du tissu, tu vois. Et on vient projeter sur ces tulles, et donc ça crée une scénographie du lieu. Déjà, ça nous permet de découper le lieu parce que c'est des grands rectangles. Et donc en fait, si tu fais pas une vraie scénographie, tout de suite t'as l'impression d'être à la cantine, tu vois. C'est pas ce qu'on recherche. Donc déjà, t'as une scénographie. Et après, c'est un travail de mix entre... on a 2 shows par restaurant. C'est-à-dire que tu as des shows d'1 minute où là, souvent, les gens ne mangent plus, ils regardent ce qui se passe. Tu as le son qui est plus fort, tu as les lumières qui vont un peu de partout. Et après, sinon, et c'est ce que je te disais, c'est vraiment, en fait, c'est quelque chose en plus, mais il y a rien de... tu vois, on a beaucoup de repas d'affaires. Enfin, tu vois, c'est un restaurant comme un autre. Simplement, tu as une atmosphère en plus. Donc, on n'est pas le restaurant expérientiel dans le sens où... tu vas pas forcément pour une vraie expérience, tu vas pour aller dans un lieu où tu vas bien manger et où tu vas être déconnecté. C'est plutôt la promesse qu'on vend. Il y a des vrais restaurants, je dirais qu'il y a des restaurants immersifs extrêmement expérientiels où tu payes vraiment plus cher ton menu et là tu es sur un menu unique, etc. Nous, tu vois, tu as 10 entrées, 10 plats, 5 desserts, tout le monde doit pas arriver en même temps, tout le monde doit pas partir en même temps. Donc c'est vraiment, tu vas juste dans un lieu où tu vas bien manger avec un bon service, ça va être pas cher. En tout cas, ça va être hyper accessible. Et en plus, tu as toute cette expérience qui fait surtout rêver beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Tu vois, on a notre public. Mais on sert globalement de 0 à 99 ans et tout type de personnes. Hein. Mais tu vois, c'est pas quelque chose... et c'est volontaire. Hein. En tout cas, l'idée, c'était de trouver cette vraie balance entre la restauration et pas que ce soit demain non plus du Disney. Enfin, tu vois, je veux pas balancer de l'eau sur la tête des gens. Je veux que ce soit... tu voulais pas non plus que l'expérience prenne le dessus sur déjà l'expérience qui est celle de manger dans un restaurant, c'est ça? Totalement. Ouais, donc ça, c'est un équilibre qui doit pas être simple à gérer. Hein. Non, il est pas simple, et même au jour d'aujourd'hui, tu vois, en fait, il s'affine quotidiennement avec les retours, avec plein de choses, et c'est dur parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Comme je te disais, t'as des gens qui vont te dire... on veut quelque chose de beaucoup plus expérientiel. T'en as d'autres qui sont trop contents parce qu'ils nous disent c'est trop bien, en fait, tu peux venir, tu peux parler, personne t'embête, personne. Et t'en as d'autres qui veulent que ce soit peut-être moins. Alors on en a pas tant que ça, on en a très peu parce que comme je te dis, c'est pas du tout. C'est plus une atmosphère qu'autre chose en fait. Ouais. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de l'évolution de la restauration parce que sortir au restaurant, ça a toujours été, on va dire, un peu plus qu'une expérience gustative. Ouais. Voilà, même quand moi je sors avec ma compagne, on n'y va pas que pour manger, hein, pas pour se nourrir, ça on peut le faire à la maison, on va pour passer un moment, une expérience. Hein. Du coup, c'est un moment qui va au-delà de l'assiette. Et peut-être encore plus à l'époque des services de livraison, Deliveroo et autres, Uber Eats, etc. Est-ce que tu penses, toi, que les attentes des consommateurs, elles ont changé en matière de restauration ?
Ah oui, c'est évident. Ouais. C'est évident et je pense que t'as raison quand tu dis que tu recherches pas que ça. Enfin, tu cherches pas que à te restaurer, mais tu cherches l'expérience. Mais je pense que inconsciemment, ça s'est accéléré depuis 5 ans de manière hyper puissante parce qu'en fait, on recherche toujours de la nouveauté. On en a marre de la routine. Et donc, en fait, quand tu commences à faire toujours le même genre de restaurant, t'as envie d'avoir des choses qui changent. Donc, je pense que l'expérientiel n'a jamais été autant au cœur des consommateurs, foncièrement. Ouais. Et on le voit, et je parle pas que d'Ephéméra. T'as beaucoup de restaurants qui sont quand même... Il y a beaucoup de restaurants qui fonctionnent très très bien, qui sont très proches du concept quand même, où il se passe des choses, où en tout cas c'est ce que je pense. J'ai pas la voix de la raison, mais c'est ce que je pense. C'est vrai que moi j'ai la sensation que le moins de restaurants aujourd'hui propose quelque chose pour se différencier. Voilà. Totalement. Il y a ceux qui te servent à même la table. On a vu ça forcément sur les réseaux. Il y a ceux qui emballent ton burger dans une feuille en or, ou plus ou moins un truc comme ça. Totalement. Mon restaurant italien de quartier, maintenant, il ressemble vraiment à une sorte de mini parc d'attractions de l'Italie parce qu'il y a une Vespa au mur et voilà. Ça fait partie aussi de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'on peut faire de la restauration sans un concept ? Est-ce que c'est encore possible, ça ? Oui, je pense que sur du gastro, par exemple. Quand tu vas dans du 2-3 étoiles Michelin, tu regardes littéralement beaucoup que l'assiette et le service. Alors effectivement, le cadre compte, mais très souvent, tu es dans des très beaux lieux, mais t'as pas besoin de concept comme on entend, tu vois, comme on peut entendre. Mais sinon, je pense que c'est difficile, effectivement. Sur du restaurant, je dirais un peu plus traditionnel, je pense que le concept, en tout cas l'expérientiel, a vraiment de plus en plus sa place parce que, en fait, t'as envie de sortir et t'as envie de raconter quelque chose aux gens autour de toi, avec les réseaux et compagnie. T'as envie de vivre quelque chose. Et en fait, si tu veux raconter quelque chose, il faut avoir vécu quelque chose de très différent de d'habitude. Et donc, ça passe par du show, de l'expérientiel, des choses différentes. Alors, dans votre cas, ça va au-delà de juste la déco du lieu. Il y a, j'imagine, les couverts qui ont un certain branding, qui ont un certain récit, un narratif. Il y a un storytelling, en fait, même sur la table. Hein. Ouais, oui, et c'est surtout au niveau de la carte. La carte est en adéquation avec le thème. Donc, tu vois, on reste toujours sur des choses hyper accessibles, mais sur Under the Sea, t'as que des produits de la mer. Dans la jungle, tu vas partir sur des plats assez exotiques. Donc, ça, tu vois, on s'adapte à chaque thème. Au niveau des cocktails, c'est pareil. On a de l'art de la table très particulière, effectivement. Typiquement, les verres sont très bizarres, mais moi, ça j'adore. Mais tu bois ton cocktail dans une feuille de bananier. Enfin, tu vois, okay. Il se passe plein de choses. Mais donc, oui, en tout cas, on essaye de pousser. Mais tu vois, par exemple, les couverts sont totalement basiques. Ok. Est-ce que quand tu disais aujourd'hui le consommateur il est à la recherche de nouveautés. Ouais. Et voilà. Quelle est aujourd'hui la difficulté ou l'enjeu autour de la fidélisation pour des lieux de restauration comme les vôtres ? Parce que mon petit Italien de quartier, oui, il a mis une jolie déco et tout, mais bon, avant tout, voilà, c'est un petit resto et la fidélisation, elle fait partie intrinsèquement de son business model. S'il me fidélise pas, il est fichu, le gars. Dans votre cas, qu'est-ce qui se joue ici ? Est-ce que vous avez un flow avec un gros churn, comme on dit dans le marketing, c'est-à-dire ça change souvent, c'est souvent une nouvelle clientèle et je viens essayer ce lieu une fois que je l'ai essayé, j'ai coché la case. Ou est-ce que vous avez un travail autour de la fidélisation ? Écoute, je dirais 2 choses. La première, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, et moi-même j'ai été surprise, on a des clients qui reviennent, notamment, premièrement, des gens qui reviennent dans tous les restos du groupe. Ils veulent faire toutes les immersions d'Ephéméra. Ça, ouais. On l'a, mais à fond. On ouvre un resto, on a Jungle, on était en travaux, on avait une queue devant le restaurant parce que des clients voulaient voir en premier le nouveau lieu immersif d'Ephéméra. Donc ça, on l'a. On a aussi beaucoup de personnes qui reviennent. Under the Sea, on est dans un quartier un petit peu d'affaires. On a des personnes sur des repas d'affaires qui viennent 2 fois par semaine. Mais ça, tu l'as. Tu disais, tu retournes dans ton restaurant italien parce que en fait, t'es bien et parce que t'as bien mangé. Donc j'ai envie de te dire, nous, les gens, ils vont nous découvrir. Si on n'est pas bon derrière en termes de qualité, effectivement, il va pas revenir. Par contre, si c'est ce qu'on fait tous les jours, si on travaille correctement et qu'on coche les cases d'un bon restaurateur, la personne reviendra. En revanche, effectivement, on a beaucoup de personnes qui viennent surtout pour des événements. Donc, sur un moment donné, on va pas être la cantine où tu viens 3-4 fois par semaine. On l'a sur certaines personnes, mais c'est pas la majorité. Et deuxièmement, le concept fait que demain, on est capable de se renouveler très facilement. Donc ça, c'est très cool. On peut modifier l'expérience très vite. Ça nous est jamais arrivé encore, mais tu vois, dans 2 ans, Under the Sea, acte 2, quoi. Il me saoule, acte 2, où je peux même faire... tu peux même changer le thème, ouais, c'est ça. Je peux même changer le thème, ouais. Ouais, je comprends. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la restauration, c'est devenu aussi une forme de divertissement ? C'est une bonne question. Franchement, je
Je sais pas. C'est peut-être. Je suis pas sûre qu'on soit encore à ça, tu vois. Peut-être qu'on y tend, mais je suis pas sûre qu'on soit encore à vraiment le mot divertissement. Je pense qu'avant toute chose, tu viens au restaurant pour te restaurer. Certes, t'attends un peu plus, mais après, se restaurer, c'est se divertir. Donc j'ai envie de te dire, les deux se rejoignent. Mais tu vois, j'essaye de voir où tu veux en venir, mais je pense que si on parle de divertissement pur et dur, de loisir, je pense qu'on n'y est pas non plus encore à 100%. Nous, on est très proche de ça, mais il n'y a pas encore beaucoup de concepts, tu vois, comme le nôtre, sur ce mix un peu de loisirs et food, quoi. Ouais, tu parlais là du fait qu'il y avait des shows, hein, c'est ce que tu disais. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer exactement de Oui, quoi il s'agit ? c'est du show visuel. Donc en fait, pendant 1 minute, tu vois, dans les fonds marins, sur Under the Sea, pendant 1 minute, t'as un balai de méduses, il se passe des choses, t'as les poissons qui passent sur les tulles. Quand après les 5 séquences, parce qu'on a des séquences par thème, c'est des choses beaucoup plus calmes, avec les requins qui vont tourner et une musique douce. Après, la deuxième séquence, ça va être le lagon. Mais par contre, quand t'as un show, d'un coup, t'as tous les tulles où t'as des animations visuelles de bulles qui commencent à monter. Tu vois, il se passe quelque chose, c'est plus dynamique, en fait. Ouais, je comprends. Et ça c'est intéressant, je trouve, en termes d'organisation ou d'orchestration de l'expérience utilisateur. Parce que Totalement. quand je viens manger, c'est assez, c'est pas linéaire, quoi, mon repas. Il y a des moments où je pose mes couverts et puis je parle, etc. Comment vous arrivez à bien gérer ce truc entre quand je mets des shows, comme tu l'as dit, les gens ils mangent pas, ils regardent, ils vivent l'instant. Est-ce que vous avez aussi une organisation, je dirais, est-ce qu'il y a un jeu qui se passe entre la salle et la cuisine ou les serveurs? Est-ce que tout ça? Non. C'est là où je te dis que le mot expérientiel, faut le mettre avec des guillemets et qu'avant toute chose, on est restaurateur. À la base, quand on était à Lyon et qu'on faisait des restaurants éphémères, on avait ça. Okay. On avait le côté, les gens arrivaient à 19h, ils partaient à 21h30, à 22h, on faisait l'autre service, ou 21h45. Et donc là, t'avais un truc qui était beaucoup plus rythmé. Sauf qu'en fait, on a une phase de montée et de descente. Parce que du coup, là, les gens venaient vraiment pour une expérience. Donc, t'avais 0 personne qui revenait. Les gens se disaient, j'attends la prochaine expérience d'éphéméra. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi switché. C'est de se dire, OK, en fait, comment changer ce côté-là? Faut pas que tu sois trop expérientiel, sinon les gens ne reviennent pas. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris plutôt le parti pris de se dire, on est un restaurant, on va faire tout comme un très bon restaurant. Et en plus de ça, on va mettre l'expérience, en tout cas, on va mettre une atmosphère. Et cette atmosphère-là, on la fera pas payer. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es chez Under the Sea que tu payes 3 € de plus. On a les mêmes cartes que le restaurant d'en face, tu vois. En termes de prix, on est même moins cher, je pense. Ouais. En France, on a une grosse culture de la bouffe. Ouais. Toi, tu le sais, hein, t'as fait donc Institut Paul Bocuse, etc. On le voit depuis le début, là, tu me parles de bouffe. c'est critique. On a un vrai savoir-faire autour des arts de la table. Je dirais même de rituels autour des arts de la table, une manière de faire. Est-ce que t'as le sentiment que ça, c'est devenu old school? Est-ce que ce truc, les couverts à tel endroit, la personne qui arrive par la droite, qui vient de servir, monsieur, du vin, l'étiquette à... Ouais, ça a bien bougé, ça, quand même. Alors, encore une fois, sauf si on parle de restaurants très haut de gamme sur du gastro, t'as quand même beaucoup de respect de ces, je sais pas comment on appelle ça, de ces normes, de ces actes. Mais sinon, sur le reste, en tout cas, sur des restaurants un petit peu conceptuels, tout est, pour moi, il y a plus du tout ça. Enfin, tu vois, tu peux arriver dans un restaurant, t'as les couverts dans un bol... comme si t'étais... Et les consos, ça leur va bien. Mais bien sûr, bien sûr. Les gens, je pense que ça va au-delà de ça maintenant. Donc oui, sauf dans les gastros, tu vois. Ouais. J'ai découvert, puisqu'on parlait d'expérientiel, j'ai découvert, moi, une expérience immersive qui s'appelle Vincent Van Gogh Experience. T'as déjà vu ce truc? C'est à Paris ou pas du tout? C'est worldwide. Hein. C'est d'abord, non, alors, c'était d'abord aux États-Unis, puis après ils l'ont déplacé un peu partout. C'est une expérience dans laquelle je peux voir les œuvres de Vincent Van Gogh en projection énorme sur 4 murs autour de moi et qui bougent surtout. Voilà. Il y a plus de 5 millions de personnes dans le monde qui ont vu cette expérience immersive collectivement. C'est un truc que tu vis collectivement. Et j'ai lu des commentaires assez dingues de gens qui réagissaient à ça en disant que ça avait été quasi thérapeutique ce moment-là, voilà, qu'il y avait une vraie thérapie de groupe, le fait de vivre ensemble cette expérience. Est-ce que tu penses, toi, que ces expériences collectives, immersives, etc., c'est aussi un peu, c'est pas un peu du post-Covid, tout ça? Il n'y a pas un peu de réponse à nos traumas? On n'a pas besoin de vivre des expériences ensemble? Effectivement, peut-être que l'après-Covid a joué. Enfin, en tout cas, que la Covid a joué. En revanche, je pense que le fait, effectivement, d'avoir été enfermé pendant plusieurs mois, t'as eu un truc de quand les gens sont sortis, ils voulaient vibrer, tu vois. Ouais. Vous, c'est concomitant avec un... Pas du tout. Non, pas du tout. Nous, on a créé Éphéméra en janvier 2020. Il y a eu le Covid en février 2020. Oups. Ok.
Donc pas du tout. Mais et tu vois, honnêtement, je pense pas que ce soit. Je pense que ça a accéléré la tendance, mais je pense qu'on y serait quand même arrivé très vite. Le côté, notamment avec la montée du digital, tu vois, le côté faire vivre des expériences, faire vibrer les gens, t'as envie de vivre des émotions, enfin il se passe plein de choses et je pense que tu vois, la Covid a accéléré, mais je pense que ça n'en est pas non plus l'unique déclencheur, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue autour du collectif ? C'est-à-dire, on parle de restaurants où j'imagine que vous préservez l'intimité de la table, mais ceci étant, ce sont quand même des grands restaurants. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui se joue de vivre collectivement ce moment, y compris la table d'à côté? Ouais, alors pas avec la table d'à côté, en revanche, on le voit, comme je te disais, il y a beaucoup d'événements. Donc en fait, on a beaucoup de familles, on a beaucoup d'amis, on a beaucoup pour l'anniversaire de Monique, tu vois, il se passe plein de choses sur de l'événementiel. On a aussi, alors ça c'est un autre, on a beaucoup de privatisation des restaurants par des marques, énormément. Donc on fait beaucoup d'événementiel parce qu'on arrive à personnaliser les écrans. Donc en fait, on fait beaucoup de B2B sur des soirées d'entreprise, etc. Mais sinon, sur du B2C, il n'y a pas forcément le fait que les gens parlent avec la table d'à côté, mais on a énormément de grosses tables, beaucoup. Okay. Donc oui, le collectif est présent dans ce genre d'expérience, je pense. Ouais. Ces expériences que vous proposez, elles suscitent forcément des grosses retombées social media. Moi, c'est comme ça que je suis tombé sur vos trucs. On est à Lyon, tes restaurants, je les connais pas. Par contre, j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu des trucs, hein, tu vois. Donc, des vidéos sur Insta, etc., de gens qui filment leur expérience là. Parce que forcément, quand je suis chez Jungle Palace, bah, j'ai forcément envie de partager mon expérience sur les réseaux sociaux. Peut-être même que j'y vais un peu pour ça. Est-ce que ça fait partie des motivations aujourd'hui je pense. vos consos? Motivation, je sais pas, peut-être la première, en tout cas la deuxième, je suis pas sûre. C'est-à-dire que si les gens reviennent, c'est plus pour ça. Mais oui, c'est très présent chez nous, les téléphones. Ouais, et ça fait partie aussi du jeu. Ouais, il y a beaucoup de stories sur. Forcément. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de partages, il y a beaucoup de. Tu parles à ton copain, ta copine, regarde, je suis dans un lieu de ouf. Donc oui, on a à fond ça. On a et évidemment déjà d'être arrivé en tant que premier restaurant immersif en France. On a une presse de dingue et donc ça a joué, en fait, il s'est passé plein de choses autour d'Ephémera grâce à ça, parce que de par la nouveauté du concept. Et après, effectivement, quand les gens sont à l'intérieur du lieu, bim, t'as une couche, tu vois. Ouais, tu veux le raconter. T'as l'avant et t'as l'après. Puis tu veux dire, je l'ai essayé, je l'ai fait, le truc. Ouais, je comprends. Est-ce que quand vous avez monté ce concept Ephémera, est-ce que vous vous êtes dit, il y a aussi ça qui se joue? Pour être très honnête, non. On l'avait pas anticipé. En tout cas, je vais pas parler pour Anaïg et Loris, mais pour ma part, j'étais pas allée à cette réflexion-là. Moi, je m'étais juste dit, en fait, le fait de faire vivre des expériences à des gens, enfin, en tout cas, le fait de faire voyager les gens, c'est exactement. Moi, nous, c'est ce qu'on veut, c'est de faire voyager les clients. Dans le sens où quand je te parle d'atmosphère, c'est plus ça, tu vois. Le fait de faire voyager les clients, mais d'être tout pareil que les autres sur un restaurant, il y a aucun moyen que ça ne marche pas. En fait, tu fais un truc en plus que tu ne fais pas payer, donc pourquoi ça marcherait pas? Et en plus de ça, moi ça me faisait rêver, je pensais à Disney tout le temps et je me disais, putain, mais en fait Disney ça cartonne, mais parce que les gens voyagent, il y a le côté, on a tous un peu un côté encore enfantin, tu vois, et ça me faisait rêver de me dire, ce genre de lieu, j'ai envie que ça plaise à absolument tout le monde. Et donc moi, à la base, c'est pour ça qu'on a, en tout cas moi, personnellement, c'était sur ce côté-là, c'était de me dire, je veux faire voyager les gens, sans qu'ils prennent un billet d'avion. Par contre, j'avais pas du tout anticipé la notion social media, pas du tout. Et aujourd'hui, avec l'expérience, est-ce que ces expériences de restauration immersive, vous intégrez la réflexion social media au moment où vous les concevez? Non, en fait, pour nous, le social media, c'est la conclusion de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait un bon travail, si on fait un bon produit, automatiquement, le social media va marcher derrière. Mais on réfléchit pas dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on se dit pas, ok, qu'est-ce qui va marcher sur Instagram, pas du tout. On se dit, qu'est-ce qui va marcher en vrai, en fait. Comment faire pour que quand les clients ils poussent la porte du resto, ils vibrent et ça les fasse kiffer. Et une fois qu'on a réussi ça, c'est sûr que, tu vois, ça va te pair en fait derrière. Ouais, est-ce qu'il y a des choses que vous utilisez, des petites astuces que vous avez trouvées chemin faisant qui vous permettent d'accentuer ce qu'on appelle l'UGC, l'User Generated Content, le fait que les gens vont... Je te donne un exemple, hein, moi quand je vais au magasin en bas de la rue,
maintenant, le moindre miroir, il y a un petit message dessus qui va me permettre potentiellement de faire mon outfit of the day, de me prendre en photo avec le petit message qui va bien. Quand je suis au restaurant du coin, j'ai souvent un petit selfie wall aussi où je peux faire ma petite blague, ma petite photo. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous intégrez dans ces concepts? Quelles petites astuces vous avez trouvées en vous disant, ouais, ça c'est cool, ça se relaie? Hormis les toilettes, on a toujours été mauvais sur les toilettes, sur Under the Sea et Stellar et Jungle. On s'est dit, ok, on va prendre un angle tout opposé, on va tout donner. Et ça a pas loupé, les toilettes de Jungle, ça cartonne. Elles sont dans le classement des plus belles toilettes de Paris ou pas? Évidemment. Ouais. Non, mais tu vois, il y a un truc de... Hormis les toilettes, non, on fait rien aujourd'hui. En fait... C'est drôle que je sois là avec toi parce qu'il y a vraiment j'ai l'impression que les 3 restaurants qu'on a fait aujourd'hui, ça se passe très bien, ça marche très bien, les gens sont très contents. Mais en fait, on a tellement envie d'aller plus loin, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai envie de te dire que tout ce que tu es en train de me dire sur la V2 d'Ephéméra, ça se passera. Il va se passer des choses encore plus waouh. Mais aujourd'hui, et tant mieux, j'ai envie de te dire, on n'a pas ce genre de choses. On se contente du produit, on se contente d'être bon opérationnellement parlant et ça marche. Mais je pense que avec toutes les expériences immersives qui arrivent, etc., et le digital, et en fait, tu peux faire tellement plus de choses. Mais il y a 3 ans qu'on a créé Under the Sea, tout ça n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui, tu vois. Ça évolue tellement vite, c'est hallucinant. Juste le prix de notre vidéoprojecteur a été divisé par 3. Ouais. Parce qu'en fait, maintenant, le vidéoprojecteur, il est beaucoup plus, enfin, on l'utilise beaucoup plus, il est beaucoup plus accessible. Donc en fait, il se passe plein de choses. Pareil, penser il y a 3 ans à un sol interactif, c'était impossible, tu vois, ça explosait nos capex. Aujourd'hui, on peut l'avoir en tête, on va pas le faire demain, mais peut-être dans 3 ans, tu vois. Donc en fait, ça évolue constamment. Et ce genre de choses dont tu parles, on l'a pas aujourd'hui. Par contre, c'est clairement des choses sur lesquelles on réfléchit pour les prochains. Ouais, dans les réflexions que vous avez, est-ce que vous avez... ou je te la pose, tiens, si celle-ci vous l'aviez pas encore posée, c'est comment faire en sorte que ce que les gens racontent en story ou montrent en story ne travestissent pas ou ne divulguent pas trop, ou à l'inverse rendre vraiment service à l'image que je souhaite travailler. Pour le dire autrement, aujourd'hui il y a un certain nombre de contenus qui sont donc des contenus générés par des consos chez vous qui malheureusement rendent pas service au lieu. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Déjà on a un lieu très sombre, on a des lieux sombres, donc ça aide pas. Je suis d'accord avec toi, mais on n'a rien. Pareil, on a rien parce que tu vois là, avec ta question, je me demande ce qu'on pourrait faire pour vraiment réussir entre guillemets à contrôler. J'aime pas ce mot, mais en tout cas avoir un peu d'impact sur quel genre de story on peut avoir. On a pris le parti pris aujourd'hui que tout soit hyper divulgué. C'est con, mais tu vois, on aurait pu. On pourrait interdire les téléphones dans les restaurants. Ouais. On le fait pas. On a pris ce parti pris. On nous l'a challengé la semaine dernière sur une agence de branding puisqu'on était en train de discuter de ça. Et pour le coup, moi, j'ai pas forcément envie que ce soit qu'on change ça parce que je pense que ça fait partie du jeu, tu vois. Ça fait partie du truc. Et justement, le fait de pas divulguer, je pense que les attentes seraient encore plus hautes sur de l'expérientiel. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ok. Sur vraiment, genre, okay, c'est comme un spectacle, il va se passer un truc de fou, il y a des acteurs qui vont rentrer, alors qu'encore une fois, et je pense que c'est grâce à ça qu'Ephéméra, enfin en tout cas c'est grâce à ça le succès d'Ephéméra, c'est que on fait des restaurants immersifs, point. Venez voir, venez tester. Qu'est-ce qu'on dit par le mot immersif? C'est on vous fait rentrer dans un monde, dans une atmosphère, mais sinon on fait des restaurants avant toute chose. Initialement, ce projet-là, c'était des projets éphémères, d'où le nom. Ouais, exactement. Ça, Ephéméra, voilà. Finalement, ces projets qui ont maintenant 3 ans pour certains, et qui sont restés dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi qu'est-ce quel a été le point de bascule? Si j'ai pas changé le nom d'Ephéméra, c'est peut-être pour une raison. Ah, peut-être qu'on reste sur des éphémères, mais un peu plus long qu'une story, quoi. C'est ça? Ouais, en fait, on est capable de changer les thèmes. D'accord, ok. Et donc, on l'a pas fait encore, parce qu'on est en train de travailler sur tout ce concept, etc. Mais il y a plein de choses qu'on est capable de faire, et en fait, on est éphémère sur plein de... On est éphémère sur plein de points. Quand je te dis qu'on privatise les restaurants, qu'on a des privatisations, c'est qu'en fait, en une soirée, le restaurant il devient foncièrement éphémère. On modifie tous les écrans et on le met à l'effigie de la marque. Et puis, comme je te disais, on est capable de faire évoluer les restaurants. Donc, j'ai pas d'infos concrètes à te donner, mais on est totalement capable de les faire évoluer, et c'est ce qui se passera, tu vois. Il y a peu de temps, Netflix a annoncé l'ouverture de ses premiers lieux expérientiels. J'ai peut-être vu ça. Voilà. C'est prévu pour 2025. Ouais. 2 grandes villes américaines qui sont concernées. Ça se passe en Pennsylvanie et au Texas. Ouais. Ils appellent ça des Netflix House. Et l'idée, c'est d'offrir une variété d'activités immersives et notamment des restaurants inspirés de grosses franchises. Bridgerton, Stranger Things.
Squid Game, etc. Est-ce que vous, de votre côté, là tu me parles de lieux éphémères, on peut tout changer, etc. Tu m'as parlé de collab de marque. Est-ce que de vos côtés, vous avez des projets autour de ce genre de thématique, de travailler la logique de licence, de franchise ? On l'a pas encore. C'est quelque chose qu'on a dans la tête depuis le début, ça pour le coup. Mais on l'a pas encore parce que pour l'instant, je crois qu'on est vraiment focus sur le fait de faire un produit exceptionnel et sur le futur de la marque en propre, tu vois, sur nos concepts, sur du Jungle Palace, sur Under the Sea, sur les prochains thèmes qui vont ouvrir. Mais pour l'instant, en fait, faire une collab, c'est quand même quelque chose d'assez niche. C'est-à-dire que sur du film, sur de la série, ça plaît pas à tout le monde. Alors que nous, à l'inverse, si tu regardes nos thèmes, on est sur des choses très accessibles. Les fonds marins, je suis d'accord, tu peux ne pas aimer les fonds marins, mais sur le papier, ça parle quand même plus qu'une série. Donc pour l'instant, on est là-dessus, mais ça peut totalement évoluer. Ouais. On est vraiment au tout début de la boîte, en fait. Ouais, et il y a d'autres concepts qui marchent et cette fois-ci, ils intègrent la dimension de spectacle. T'en as parlé tout à l'heure. Ouais, totalement. J'aimerais bien qu'on parle de ça parce que t'as aujourd'hui des restaurants avec des murders parties carrément au milieu où il y a des acteurs qui déboulent, il y a des choses qui se passent. Je sais qu'il y a par exemple une chaîne de restaurants pirates avec des pirates qui traversent sur des... Paradise. Pirate Paradise, merci, c'est ça. Moi, ça me fait un peu l'effet du multitasking, ça. C'est-à-dire, je suis en train de... Et on le sait, toi qui es chef d'entreprise, multitasking, c'est jamais une très bonne chose. Je fais 2 choses à la fois. En général, je fais pas très bien les choses. Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que tu en penses, toi, déjà, de ces restaurants à concept qui vont encore un cran plus loin et qui te rajoutent un spectacle dedans ? Écoute, je pense que s'ils sont prêts à le faire et qu'ils le font bien, qu'ils le fassent. Aujourd'hui, nous, c'est pas notre angle, tu vois, c'est pas là où on veut aller aujourd'hui, mais peut-être que dans 3 ans, on sera capable de le faire. C'est juste que pour moi, c'est des concepts tellement pointilleux. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites, mais pour moi qui sont mal faites. Et en fait, sur ce genre de concept, si t'es pas à la pointe de tout, en fait, si ton concept n'est pas ficelé à la perfection, pour moi, c'est hyper casse-gueule. Et à la seconde où tu commences à vendre des tickets, parce que souvent, alors pas Pirate Paradise, mais souvent on est sur des tickets hyper hauts, sur de l'expérientiel comme ça, c'est des 150, 200 euros. Parce que là, il faut payer les cuistots, les restaurateurs, et en même temps des acteurs. Ouais. Hein, donc, Et pour moi, si tu vends des tickets comme ça, faut être vraiment, vraiment, vraiment calé. Et le problème de l'immersif, c'est que maintenant, il est utilisé un petit peu de partout, mais il y a des choses aussi très, très, pour moi, en tout cas pas assez abouties. Et en tout cas, moi, je te parle personnellement. Si demain on se lance là-dedans, j'ai envie que ce soit fait de la très bonne manière et je pense qu'on peut pas être de partout. Donc aujourd'hui, on essaie de faire très bien des restaurants immersifs. Si demain on doit ramener en plus une partie acteur, une partie show, théâtre, c'est un autre métier, quoi. Tu vois, donc en fait, ce serait un autre métier et... Allez manger au Moulin Rouge, les gars. Ouais, non mais, voilà. non mais tu vois, en tout cas, c'est comme si tu me disais d'être pharmacien et médecin. Enfin, tu vois, c'est un autre métier. Donc, certes, ça se ressemble parce que tu peux te dire à la seconde où tu fais de la bouffe, ça marche. Mais je suis pas sûre, tu vois. Je crois que faut d'abord qu'on apprenne à faire très bien ce qu'on fait. Et quand je dis qu'on apprenne, c'est tout le monde, en fait. Et après, sur le papier, si tu veux déployer et faire un peu plus, tu peux. Mais d'abord, je pense qu'il y a une maîtrise totale de ce qu'on doit faire, quoi. Si j'ai bien compris les concepts que vous montez, ils tiennent moins sur du décor 3D physique que sur de la projection, un apport de digital. Est-ce que c'est ça la signature Ephémera, c'est ramener vraiment des éléments techno, digital, etc. pour nourrir l'expérience et du coup aussi capitaliser sur le fait que ces éléments-là, ils peuvent changer avec rapidement ? Alors oui, mais tu vois, on a quand même beaucoup de décors et c'est quelque chose qu'on veut pas forcément enlever. En tout cas, on peut le réduire, mais pas énormément, parce que je trouve que ça amène toute l'authenticité du lieu et c'est ce qui fait qu'on a des lieux hyper chaleureux. C'est les retours qu'on a énormément. Si tu faisais que de la projection, du digital et tout, il manquerait quelque chose ? En tout cas, c'est ce que je mets, parce que moi, je serais incapable demain de faire un restaurant à 100% digital, parce que je trouve que dans un restaurant, tu as envie qu'il se passe quelque chose au niveau de la chaleur du lieu, tu vois, au niveau de la lumière, au niveau de ce qui se passe autour de toi, des assises. Et donc, en fait, j'ai l'impression que si on faisait un resto uniquement 100% digital, ça serait hyper froid, tu vois. Donc nous on a pas mal de décors quand même, il y a un bon mix des deux, mais peut-être que demain effectivement on peut le réduire un petit peu pour laisser place à l'adaptabilité et le fait qu'on puisse modifier très vite les vidéos, mais il y aura toujours la notion de
décor et de réel et de tu vois, tu veux des vraies chaises, des vraies tables en lien avec les concepts, tu veux qu'il se passe quelque chose quand tu ouvres la porte et tu veux pas juste avoir des images sur un mur, quoi. Allez, je vais essayer de te faire dézonner un petit peu de la resto. Qu'on parle un peu des autres industries. Ouais. Comment toi tu vois aujourd'hui, parce que tu regardes ça de beaucoup plus près que moi, ces concepts expérientiels, l'intégration du multisensoriel et tout, ramenés à d'autres industries. Je pense au commerce de détail ou à l'hôtellerie par exemple. Qu'est-ce que tu vois là ces derniers temps? Qu'est-ce que tu as vu récemment où tu te dis, waouh, ça c'est quand même vachement intéressant? Il y a du move qui a été fait à cet endroit-là. J'ai vu à Londres une pièce de théâtre qui m'a marquée sur Stranger Things, mais pas une pièce de théâtre normale. Une pièce de théâtre qu'ils appelaient immersive. Et hallucinant. Vraiment, j'ai pris une énorme claque et j'ai toujours vu des pièces de théâtre, mais tu vois, on a tous la même vision de la pièce de théâtre, quoi. Tu vas dans un théâtre, tu t'assois et t'as des mecs qui jouent. Sauf que là, c'était un mix d'effets spéciaux, mais en vrai, de vidéos proches. Donc, il se passait des choses avec du mapping vidéo et d'acteurs. Et franchement, toute la salle a pris une claque. J'avais juste à regarder les yeux des gens. Et donc, typiquement, si je prends une industrie, ce serait le théâtre. Bim, une nouvelle dimension de dingue. À Londres, hein, c'est pas en France, mais en tout cas, vraiment bluffant. Et qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe du côté de l'hôtellerie? Parce que j'ai l'impression que, un peu comme la restauration, l'hôtellerie, ça a ses codes, ça a sa manière de procéder et tout. Il y a eu on va dire, des aventuriers. Il y en a qui sont arrivés avant les autres. Je pense à Mama Shelter qui est vraiment arrivé initialement avec des concepts très aboutis, avec des designs très poussés, de chaque chambre ayant son propre design, etc., etc. J'ai l'impression qu'on est un petit peu au frein à main du côté de l'hôtellerie. Est-ce que tu vois des choses qui vont vers une dimension plus divertissement, plus expérientielle? Ouais, et je pense d'ailleurs que c'est là où il faut aller, honnêtement. Alors, c'est pas là où il faut y aller, c'est dans le sens où tu peux très bien réussir sans faire du divertissement, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense au Cinéma Paradiso du groupe MK2. Je sais pas si ça te dit quelque chose, ils ont ouvert à Paris le premier hôtel-cinéma. Donc en fait, tu arrives dans ta chambre, et puis t'as un écran qui sort et en fait tu regardes ton film depuis ton lit avec un son de dingue, t'as accès à toutes les plateformes, t'as le room service, t'as des pop-corn en chambre, enfin t'es au cinéma mais dans ta chambre, ça cartonne, ça se passe très bien. Et typiquement ce genre de choses, tu vois, c'est en fait un mix entre le divertissement et l'hôtellerie, mais je pense que l'expérientiel de manière générale est en train de monter de partout. Mais même dans des boutiques, dans du retail, de partout, où en fait t'as envie de faire vivre quelque chose de différent à ton client, à ton consommateur, parce que sinon tu stagnes et en fait c'est un peu l'idée de toujours innover, quoi. Ouais, à quoi ça, question comme ça de prospective, à quoi ça va ressembler les restaurants en 2030? À quoi il faut s'attendre là? Est-ce que tu vois, si on parle un peu techno, est-ce qu'on va avoir des hologrammes? Est-ce qu'on va avoir obligatoirement de la robotique, des trucs en IA? Qu'est-ce que tu perçois? Ou est-ce qu'on va rester sur des fondamentaux quand même? Je pense qu'il faut rester sur les fondamentaux quand même. Et tu vois, honnêtement, si demain tu m'appelles s'il y a des robots dans mes restos, mais je pense que c'est littéralement impossible. Attention, on parle pas trop vite, faut faire gaffe, surtout que je change vite d'avis. Non, mais tu vois, non, honnêtement, je pense que c'est pas parce que tu mets de l'expérientiel et c'est là où il faut avoir la bonne balance que tout de suite tu pars dans un truc où tu oublies les fondamentaux. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'Ephémera fonctionne très bien. C'est ce que je te répète depuis tout à l'heure, je te mets des tunnels sur ça, mais je pense qu'il faut vraiment garder les fondamentaux. Et donc en 2030, ça changera pas. Tu auras toujours, je pense, des bons restaurants sans expérience client et qui cartonnent parce qu'ils font de la bouffe excellente, parce que comme ton italien en bas de chez toi, parce qu'en fait, avant toute chose, tu vas dans un restaurant pour te restaurer. Maintenant, le côté expérientiel, le côté divertissement, c'est un plus. Mais tu sais, c'est pas parce que, par exemple, nous, on fait ça que c'est le seul moyen de réussir dans la restauration ou que c'est le seul moyen ou que c'est automatiquement que des restaurants comme ça en 2030. Absolument pas. Je pense que comme tout, il y aura un mix de plusieurs choses. Il faut juste trouver son créneau et il faut juste faire kiffer les gens, en fait. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose, on va aboutir à ça, ou peut-être que ça existe déjà, hein, quelque chose qui fait davantage de lien entre l'expérience que je suis en train de vivre et mon mobile? Parce qu'on le voit bien, le mobile, il est présent sur toutes les tables de resto aujourd'hui. Il y en a tous, à un moment donné, pris en photo sa bouffe, le lieu, le moment qu'on vit avec l'autre. Et je trouve que pour l'instant, c'est vraiment un appareil photo. C'est pas encore, ça fait pas encore partie de l'expérience. C'est un élément perturbateur de l'expérience. Est-ce que ça vous donne des idées du côté d'Ephémera? Ouais, ça va arriver. Ok.
Elle peut pas dire. Bah oui, c'est copyright, les gars. Vous croyez quoi? Non. Mais tu sens qu'il y a quelque chose à cet endroit. Tu veux dire mixer le téléphone dans le vrai. Eh ben oui. Ouais, c'est sûr que ça va. Parce que déjà maintenant, c'est devenu un outil. Donc, tu as un QR code. Avant, c'était juste vraiment un truc pour raconter a posteriori mon histoire. Maintenant, ouais, c'est sûr que ça va arriver. Ok. Il y a du mystère, il y a des nouveautés qui arrivent. Je peux pas tout dire, je vais me faire taper sur les doigts, moi. Je comprends. Par contre, tu m'as dit tout à l'heure, et tu nous l'as dit, aujourd'hui on est 150, demain on sera 500. Qu'est-ce qui se passe ? Alors attends, tu vois, je parle trop vite. Normalement, si mes ouvertures se passent correctement. D'accord, parle-nous un peu de ça. Ça veut dire que vous avez d'autres projets. Aujourd'hui, vous avez 3 restos. Ouais. Est-ce que ça veut dire que vous avez d'autres projets à venir d'ouverture ? Ouais. Okay. On a plusieurs ouvertures. Je suis désolée, mais pareil. Pas grave, tu me dis ce que tu peux me donner. Mon agence de presse va me tuer. mais oui, il y a des choses prévues. On a plein de choses qui arrivent. On a plusieurs ouvertures. En fait, nous, on a été en stand-by pendant 1 an et demi. Là, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas ouvert. Ok. Enfin, en tout cas, ça fera 1 an et demi sur le 4e restaurant qui va ouvrir, entre le 3e et le 4e. Et donc 1 an et demi, déjà pour moi, c'est trop long. et donc en 1 an et demi, t'as plein de choses qui se préparent. Mais tu sais, nous, ça dort pendant 1 an et demi et c'est un énorme rush après pendant 1 an et demi. Il n'y a pas trop de juste milieu. Combien de temps ça prend l'ouverture d'un resto comme, je sais pas, là, le dernier que vous avez ouvert, Jungle ça prend. Alors, ça dépend. À la seconde où on a visité le lieu, après, il y a la signature du lieu et après, il y a la création du concept, etc. Mais globalement, du jour où on a découvert le lieu et du jour où on ouvre le lieu pour les clients, c'est 8 mois. Ok. Ouais, donc là, c'est en 8 mois d'invest, de rush, de taf de fou avant de lancer. Okay. Exactement. Et ensuite, est-ce qu'il y a une phase d'ajustement de votre concept ou alors est-ce qu'il est bulletproof et vous êtes à l'aise ? Non, on en a eu au tout début sur Under the Sea et aujourd'hui, non. On n'a plus. Alors attention, on a évidemment des ajustements, mais pareil, comme tout restaurateur, un plat qui plaît moins, tu l'enlèves. Ouais. Mais sur le papier, au niveau de l'expérience client et du côté immersif, on passe les 2 dernières nuits à analyser, à faire des ajustements avec le studio, avec le son, avec la lumière. Et puis après, on déroule tout le show, tu vois. Et puis on y va, quoi. Ok. Et là aujourd'hui vous avez donc ça reste des lieux éphémères, hein, mais sur des emplacements qui vous appartiennent ou en tout cas sur lesquels vous avez le bail. Hein, voilà. Est-ce que vous êtes amené à intervenir de temps en temps en mode expertise sur la conception de lieux réellement éphémères en one shot On a des demandes, mais on les refuse pour l'instant. Ouais. Parce qu'on est focus sur ce qui arrive sur le futur et qu'on peut pas être de partout. Donc pour l'instant, non, honnêtement, on le fait pas. Okay. Tu vois, on pourrait faire du conseil ou quoi, mais on le fait pas. Ok. Future innovation. Donc là, tu nous as parlé de tes futurs projets. Future innovation. Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre ? Là, il y a des choses que tu peux nous donner là sur les prochaines semaines. Est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger chez vous ? Non, l'idée c'est vraiment, comme je te disais, on va pas changer du tout au tout, pas du tout, mais c'est, tu vois, de monter un peu plus à chaque fois le curseur. Déjà Under the Sea par rapport à Jungle Palace, t'as une évolution sur les restaurants. Donc l'idée c'est de monter un peu plus, monter en expérientiel, monter sur du détail. Hein. On a beaucoup d'enfants, il y a plein de choses à faire avec les enfants. Ouais. Enfin, c'est vraiment du détail d'expérience client, les tenues, tu vois, il se passe plein de choses et on a envie de faire en tout cas, on a envie c'est vraiment prendre le curseur de l'immersion et le monter un petit peu. Mais en tout cas, ça ne deviendra jamais, en tout cas pas pour l'instant, sur les ouvertures qui arrivent, ça ne deviendra pas du parc d'attractions, tu vois, où comme je te disais, tu ne te prends pas de l'eau sur la figure, mais on a envie de monter un petit peu en vibration, quoi. Dernière question pour toi, sur ce sujet pure restauration. Ouais. Je crois savoir qu'à Paris, il y a une guerre des terrasses. Il y a une guerre énorme sur la terrasse. C'est que la terrasse, c'est un énorme pourvoyeur de business. Ouais, si tu as une belle terrasse, tu feras du business et avec le réchauffement climatique, tu feras du business en plus pendant une période de plus en plus longue. Vos si je dis pas de bêtises, hein, vos restaurants expérientiels, il se passe indoor, il n'y a pas de terrasse. Hein. Ouais. Est-ce que c'est envisageable demain est-ce que obligatoirement on doit être indoor pour réaliser ces expériences ? Écoute, c'est une très bonne question. Je pense qu'on est capable de faire quelque chose à l'extérieur, mais pour être honnête, aujourd'hui, on n'a pas forcément d'intérêt à le faire. Autant aller là où personne ne veut aller. Justement, prendre les lieux grands, sans terrasse, nous, vous les prenez. On est avantagé de partout, sur les loyers, sur plein de choses. Donc, on n'a pas intérêt à le faire aujourd'hui et on est surtout des énormes lieux de destination. On a des personnes qui peuvent faire 1h30 de route pour venir chez nous. On a des gens qui sont venus du sud, à Paris, en voiture et qui ont posé 2 CP pour venir manger chez nous. Ça m'a marqué, donc je te incroyable, tu m'étonnes. Enfin, on a un gars qui est venu du Mexique. Enfin, c'est vraiment hallucinant. C'est des vrais lieux de destination. Donc pour nous, être
être sur un emplacement premium avec une terrasse, ça n'a pas d'importance. Ouais, parce que les gens viennent à vous. C'est ça que tu es en train de me dire. Totalement. Ouais. Et ce côté lieu de destination, c'est quelque chose que vous travaillez, vous, avec un certain nombre de relais. Est-ce que j'imagine que vous avez des actions de com, de RP, vous avez fait du earned media un peu naturellement, mais est-ce que vous travaillez avec l'hôtellerie aussi, des relais comme ça sur des touristes étrangers ou pas du tout? Pour l'instant, non. Par contre, on a une agence de presse qui gère toute la partie relations presse, tout simplement. Et après, c'est nous en interne avec... donc, tu vois, la partie relations presse, il peut avoir aussi bien des guides étrangers que de la presse à Paris. Et après, on a nous en interne. Et c'est ce que je disais, c'est organique. Enfin, on n'a jamais fait de paid ou quoi, tu vois. Vénarde, regardez-là, elle me glisse ça comme ça, bah oui, normal. Non mais tu vois, non mais du coup, je pense qu'on a d'autres, on pourrait avoir plein d'autres piliers. Pour l'instant, on les a pas, enfin plein d'autres. J'ai perdu le mot, mais tu vois, on pourrait enclencher d'autres choses et pour l'instant, on l'a pas fait. Mais on a tellement d'axes d'amélioration sur ça. Effectivement, on pourrait aller voir les hôtels, on pourrait faire. Mais pareil, on travaille dessus. Ouais, peut-être que vous n'avez pas de nécessité. En fait, non, mais je vais te dire la vérité, c'est que tu as toujours la nécessité. Et puis, même si tu es complet jour et nuit, faut anticiper ce qui se passe demain. Donc, en fait, ça peut pas être mauvais de te faire connaître. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ce serait intéressant de le faire. C'est juste, c'était pas trop notre priorité. On était tellement focus sur les OP. Et là, depuis 2-3 mois, j'ai Sixtine qui est arrivé en marketing et qui fait un travail monstre et où on sait qu'on a plein. On a une to-do de 30 trucs à faire. Ça fait partie de... La fameuse to-do. Tu vois, la fameuse to-do qui fait que de grossir et qui n'arrive pas à réduire. Et pour spécifiquement, je sais que tu es en charge, toi, d'une grosse ligne de nage qui est la communication d'Ephéméra. Du coup, vos actions social media, j'imagine qu'elles contribuent nettement à remplir vos lieux de destination, vos restaurants. Est-ce que vous travaillez dans la durée ou vous avez travaillé à chaque ouverture des logiques d'influenceurs? Je fais venir des... Dans la durée. On a quelqu'un qui gère ça. On a beaucoup de créateurs de contenu qui viennent, qui mangent gratuitement. Et qui vont alors c'est ce que je disais à Céline qui gère cette partie-là. Moi, je veux forcer absolument personne. Et j'ai toujours dit à Céline, s'ils viennent et qu'ils n'ont pas aimé, je veux 0 story. Et même si on leur offre le repas, etc., je m'en fous. Je veux que ce soit le plus honnête possible. Donc stratégie de goodwill, c'est-à-dire je t'offre le resto. Et si ça t'a plu, si ça te plaît, tu communiques dessus. Si ça te plaît pas, tu communiques pas. Ça, c'est un truc que vous faites en interne? Vous avez internalisé, vous travaillez avec votre agence RP là-dessus? Non, c'est Céline qui était en stage chez nous. Elle a fini son stage et elle bosse avec nous sur du free. D'accord, donc elle, sa spécialité, c'est l'influence marketing. Exactement, elle fait que ça. D'accord. Et à côté, vous faites aussi du SMA, du publicitaire? C'est des choses que vous bossez, pas besoin? 0. On n'a jamais fait de publicité. Attends, je te dis une bêtise, on a essayé un mois au mois de juillet, je crois, sur les JO. Mais c'est tout. Très bien. Remarque qu'il y avait beaucoup d'expérience dans la rue. Vous avez marché pendant les JO? Ça a tourné? Catastrophique. Bah oui, mais beaucoup... Mais tu sais, j'ai pas beaucoup dormi parce que je me suis dit, putain, est-ce que c'est catastrophique à cause des JO ou est-ce que c'est catastrophique parce que tu sais pas ce qui se passe en fait? Et heureusement, depuis le mois de septembre, tout va mieux. C'est remonté en flèche comme jamais. Mais juin, juillet, août, tu souffres. Après, derrière, il y a eu une dissolution, il y a eu plus de gouvernement pendant 90 jours, donc autant de raisons d'aller passer un bon moment au resto entre potes. Totalement. Écoute, c'était un plaisir, cet échange. Si on veut en apprendre plus, déjà si on veut discuter avec toi, si on veut te dire cet épisode était vachement intéressant, tiens, il a oublié de poser une question, j'ai envie, est-ce qu'il y a un endroit, une plateforme sur laquelle on peut te parler? Je peux donner mon adresse mail. En plus, je recrute pas mal de gens, donc bien si sûr. Vous êtes qu'est-ce que tu cherches comme profil Plein de trucs. Franchement, c'est bizarre, mais parfois on m'envoie des mails et en fait, je vais boire un verre avec la personne et je lui trouve un poste. En fait, ok, d'accord, c'est cool. Je marche plutôt dans ce sens. Si vous cherchez du taf, Jade. Alors parfois, pas tout le temps, mais en tout cas, quand j'ai des gens hyper motivés, passionnés et qui ont la vibe éphéméra. Souvent, ça finit. Écoute, trop bien. On est preneur de ton mail. Vas-y, n'hésite pas. Jade, @éphéméra-groupe, donc -du6, groupe sans le e.com. Voilà, et puis après, évidemment, sur LinkedIn, vous pouvez la trouver aussi, Jade, et évidemment, les réseaux sociaux d'Ephéméra, voilà. Exactement. Tout ça. Un grand merci, pour l'échange. Merci à toi, tu rigoles. Merci beaucoup, c'était très chouette. Merci. Je te souhaite un bon retour sur Paris. Merci beaucoup. Je sais que tu es la bienvenue quand tu veux chez toi à Lyon. Fais gaffe, je vais revenir, je ne chauffe pas. Merci beaucoup, les amis. Vous écoutiez ce podcast dans une application de podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode avec un pote autour de vous. Et puis, posez aussi les 5 petites étoiles qui font plaisir dans les commentaires sur Apple Podcast et Spotify. Merci beaucoup, Jade. Merci. À bientôt. Salut. Ciao. Bye. Ciao.